La mer nous enfermait dans ce cirque boulonné. Les machinistes eux-mêmes étaient au courant. Et comme il ne nous restait plus que 3 journées avant l'escale, journée décisive, plusieurs toreros s'offrirent. Et plus je fuyais l'esclandre, et plus l'on devenait agressif, imminent à mon égard. Ils se faisaient déjà la main, les sacrificateurs. On me coinça entre 2 cabines, au revers d'une courtine. Je m'échappais de justesse, mais il me devenait franchement périlleux de me rendre au cabinet. Quand nous n'eûmes donc plus que ces 3 jours de mer devant nous, j'en profitai pour définitivement renoncer à tous mes besoins naturels. Les hublots me suffisaient. Autour de moi, tout était accablant de haine et d'ennui. Il faut dire aussi qu'il est incroyable cet ennui du bord, cosmique pour parler franchement. Il recouvre la mer et le bateau et les cieux. Des gens solides en deviendraient bizarres, à plus forte raison ces abrutis chimériques. Un sacrifice. J'allais y passer. Les choses se précisèrent un soir après le dîner, où je m'étais quand même rendue, tracassée par la faim. J'avais gardé le nez au-dessus de mon assiette, n'osant même pas sortir mon mouchoir de ma poche pour m'éponger. Nul ne fut à bouffer jamais plus discret que moi. Des machines vous montaient, assis sous le derrière, une vibration incessante et menue. Mes voisins de table devaient être au courant de ce qu'on avait décidé à mon égard, car ils se mirent à ma surprise à me parler librement et complaisamment de duels et d'estocades, à me poser des questions. À ce moment aussi, l'institutrice du Congo, celle qui avait l'haleine si forte, se dirigea vers le salon. J'eus le temps de remarquer qu'elle portait une robe en guipure de grand apparat et se rendait au piano avec une sorte de hâte crispée pour jouer, si l'on peut dire, certains airs dont elle escamotait toutes les finales. L'ambiance devint intensément nerveuse et furtive. Je ne fis qu'un bond pour aller me réfugier dans ma cabine. Je l'avais presque atteinte quand un des capitaines de la coloniale, le plus bombé, le plus musclé de tous, me barra net le chemin, sans violence, mais fermement. « Montons sur le pont », m'enjoignit-il. Nous y fûmes en quelques pas. Pour la circonstance, il portait son képi le mieux doré. Il s'était boutonné entièrement du col à la braguette, ce qu'il n'avait pas fait depuis notre départ. Nous étions donc en pleine cérémonie dramatique. Je n'en menais pas large, le cœur battant à la hauteur du nombril. Ce préambule, cette impeccabilité anormale, me fit présager une exécution lente et douloureuse. Cet homme me faisait l'effet d'un morceau de la guerre qu'on aurait remis brusquement devant ma route, entêté, coincé, assassin. Derrière lui, me bouclant la porte de l'entrepont, se dressaient en même temps 4 officiers subalternes, attentifs à l'extrême, escorte de la fatalité. Donc, plus moyen de fuir. Cette interpellation avait dû être minutieusement réglée. « Monsieur, vous avez devant vous le capitaine Frémison des troupes coloniales. Au nom de mes camarades et des passagers de ce bateau, justement indignés par votre inqualifiable conduite, j'ai l'honneur de vous demander raison. Certains propos que vous avez tenus à notre sujet depuis votre départ de Marseille sont inacceptables. Voici le moment, monsieur, d'articuler bien haut vos griefs, de proclamer ce que vous racontez honteusement tout bas depuis 21 jours, de nous dire enfin ce que vous pensez. » Je ressentis en entendant ces mots un immense soulagement. J'avais redouté quelque mise à mort imparable, mais il m'offrait, puisqu'il parlait, le capitaine, une manière de leur échapper. Je me ruai vers cette aubaine. Toute possibilité de lâcheté,
devient une magnifique espérance à qui s'y connaît. C'est mon avis. Il ne faut jamais se montrer difficile sur le moyen de se sauver de l'étripade, ni perdre son temps non plus à rechercher les raisons d'une persécution dont on est l'objet. Y échapper suffit aux sages. Capitaine, lui répondis-je avec toute la voix convaincue dont j'étais capable dans le moment, quelle extraordinaire erreur vous alliez commettre. Vous, moi, comment me prêter à moi les sentiments d'une semblable perfidie? C'est trop d'injustice, en vérité. J'en ferais, capitaine, une maladie. Comment? Moi, hier encore défenseur de notre chère patrie. Moi, dont le sang s'est mêlé au vôtre pendant des années, au cours d'innombrables batailles. De quelle injustice alliez-vous m'accabler, capitaine? Puis, m'adressant au groupe entier, de quelle abominable médisance, messieurs, êtes-vous devenus les victimes? Allez jusqu'à penser que moi, votre frère en somme, la garde sacrée de notre immortel empire colonial, poursuivis-je. Là où les plus magnifiques soldats de notre race se sont couverts d'une gloire éternelle, les Mangins, les Faidherbe, les Gallieni. Ah, capitaine, moi, ça. Je me tins en suspens. J'espérais être émouvant. Bien heureusement, je le fus un petit instant. S'entraîner alors, profitant de cet armistice de bafouillage, j'allai droit à lui et lui serrai les deux mains dans une étreinte d'émotion. J'étais un peu tranquille, ayant ses mains enfermées dans les miennes. Tout en les lui tenant, je continuais à m'expliquer avec volubilité, et tout en lui donnant 1000 fois raison, je l'assurais que tout était à reprendre entre nous, et par le bon bout cette fois. Que ma naturelle et stupide timidité seule se trouvait à l'origine de cette fantastique méprise. Que ma conduite, certes, aurait pu être interprétée comme un inconcevable dédain par ce groupe de passagers et de passagères, héros et charmeurs mélangés, providentielle réunion de grands caractères et de talents, sans oublier les dames incomparables musiciennes, ces ornements du bord. Tout en faisant largement amende honorable, je sollicitai pour conclure qu'on m'admisse sans y surseoir et sans restriction aucune au sein de leur joyeux groupe patriotique et fraternel, où je tenais dès ce moment et pour toujours à faire très aimable figure. Sans lui lâcher les mains, bien entendu, je redoublai d'éloquence. Tant que le militaire ne tue pas, c'est un enfant. On l'amuse aisément. N'ayant pas l'habitude de penser, dès qu'on lui parle, il est forcé, pour essayer de vous comprendre, de se résoudre à des efforts accablants. Le capitaine Frémison ne me tuait pas. Il n'était pas en train de boire non plus. Il ne faisait rien avec ses mains, ni avec ses pieds. Il essayait seulement de penser. C'était énormément trop pour lui. Au fond, je le tenais par la tête. Graduellement, pendant que durait cette épreuve d'humiliation, je sentais mon amour-propre déjà prêt à me quitter, s'estomper encore davantage, et puis me lâcher, m'abandonner tout à fait, pour ainsi dire officiellement. On a beau dire, c'est un moment bien agréable. Depuis cet incident, je suis devenu pour toujours infiniment libre et léger, moralement sentant. C'est peut-être de la peur qu'on a le plus souvent besoin pour se tirer d'affaire dans la vie. Je n'ai jamais voulu, quant à moi, d'autres armes depuis ce jour ou d'autres vertus.